Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce bulletin d'information de 22 heures. Voici les principaux titres. Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti a reçu une délégation d'armateurs japonais. Et au Royaume-Uni, le parti conservateur de Boris Johnson sort affaibli des élections locales. C'était les titres, bienvenue à tous. Les préparatifs de la COP 15 qui se tiendra en Côte d'Ivoire vont bon train et sera l'occasion pour la République de Djibouti et pour l'ensemble des pays de la Convention des Nations sur la lutte contre la désertification et la sécheresse de trouver des solutions et de réhabiliter les terres dégradées afin que des mesures urgentes soient mises en place afin également de reboiser les terres et les forêts. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, prendra part aux côtés des chefs d'État et de gouvernement à cette 15e session de la conférence des partis, la COP 15, de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui se tiendra donc en Côte d'Ivoire du 9 au 20 mai prochain. Plusieurs questions seront discutées lors de ce sommet de haut niveau, un sommet donc de chefs d'État, des tables rondes et des sessions de dialogue interactif, ainsi que de nombreux autres événements en parallèle. La COP 15 est un moment clé dans la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. Elle s'appuiera sur les conclusions de la deuxième édition des perspectives foncières mondiales et offrira une réponse concrète aux défis interconnectés de la dégradation des terres, du changement climatique et de la perte de la biodiversité alors que nous entrons dans la décennie des Nations Unies pour la restauration des terres. Et dans une interview qu'il nous a accordée, l'ambassadeur de Djibouti a indiqué que l'organisation de la 15e conférence sur la désertification et la sécheresse constitue en réalité le prolongement d'un engagement dans la recherche de solutions contre la dégradation des sols. Écoutons ses propos. Après l'ouverture de notre ambassade ici à Abidjan, nous sommes très honorés d'accueillir notre chef d'État, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Toutes les dispositions protocolaires et sécuritaires ont été prises pour l'accueillir dans les meilleures conditions, grâce à l'excellence de nos relations bilatérales qui unissent nos deux pays. Concernant le sommet, le chef d'État répond à l'invitation qui lui a été adressée par son frère, le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Ce sommet est un prélude de la 15e conférence des Nations Unies, des États parties de la Convention des Nations Unies, la COP 15 sur la désertification. Et à l'issue de cette réunion, les chefs d'État et de gouvernement adopteront une déclaration. Cette déclaration dans laquelle il visera à mobiliser plus d'1 milliard de dollars pour lutter contre la désertification et pour contribuer à la restauration des terres. Dans l'actualité également, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a reçu aujourd'hui donc une forte délégation composée du vice-président de l'association des armateurs japonais et le directeur général de l'association des armateurs. Cette rencontre a permis d'explorer de nouvelles voies de coopération dans le domaine du transport maritime et des activités connexes et notamment le transbordement en vue de prendre des mesures concrètes dans ces domaines. L'association des armateurs japonais avec ses 127 membres, détient une part importante de la flotte mondiale en termes de tonnage, avec le lancement de Ocean Network Express par le biais d'une société commune entre NWK, Mitsui Lines et K-Lines. Le Japon est parmi les 6 premiers transporteurs mondiaux de conteneurs, avec une flotte combinée de 207 conteneurs et représentant 6% de la part du marché mondial. Et le colonel Waïs Omer Bororé, commandant de la garde-côte djiboutienne, a accueilli donc le 5 mai dernier dans le salon d'honneur de la direction générale de l'administration de la garde-côte pour une visite de courtoisie de représentants de la Japanese Shipowers Association. Cette rencontre a été l'occasion d'une prise de contact formelle et le commandant de la garde-côte a saisi cette opportunité pour exposer à la délégation les missions de la garde-côte et le rôle prépondérant qu'elle joue dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime nationale, mais aussi dans le détroit
détroit de Bab el-Mandeb et du golfe d'Aden. Les discussions ont également porté sur l'assistance apportée par le Japon à la garde-côte djiboutienne, tant au niveau des équipements par le don de grands patrouilleurs que par les formations dispensées au personnel de l'institution qui ont permis de participer au développement des capacités opérationnelles de la garde-côte. La visite de courtoisie s'est clôturée par un échange de cadeaux et une photo immortalisant cette occasion unique. La cérémonie d'inauguration du projet de rénovation du bâtiment de l'ancienne ambassade d'Éthiopie s'est tenue en présence du ministre des Finances de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, Ahmed Shide, et de plusieurs autres membres du gouvernement éthiopien et hauts responsables. Et cette cérémonie a été l'occasion pour le ministre éthiopien des Finances de s'exprimer. Il a félicité l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti, l'Ethiopian Construction Works Corporation et d'autres parties prenantes pour la réussite du projet de rénovation, établissant davantage la structure historique comme l'incarnation physique des relations diplomatiques entre l'Éthiopie et Djibouti. La rénovation de ces structures créera un précédent pour que d'autres entreprises de construction éthiopiennes s'engagent dans l'industrie de la construction des pays voisins, réunissant des pays frères comme l'Éthiopie et Djibouti dans le développement des infrastructures. Il convient de rappeler que ce bâtiment de l'ambassade récemment rénové est un point de repère historique pour l'Éthiopie et Djibouti, car donc ce bâtiment avait servi d'ambassade et de consulat éthiopien pendant plus de 5 décennies à partir de la seconde moitié du XXe siècle, notamment de 1960 à 2003. Et afin de démontrer la pertinence diplomatique de cette structure, l'ambassade d'Éthiopie a signé un accord de rénovation des bâtiments avec l'Ethiopian Corporation en juin 2021 dans le but de moderniser la structure tout en préservant ses éléments historiques. Le centre médico-hospitalier de Tadjoura a abrité hier le lancement de plusieurs formations simultanées sur différentes thématiques. Étaient concernés donc différents profils et acteurs de santé impliqués dans la lutte contre la malnutrition. Ces formations axées sur l'allaitement maternel exclusif de la naissance à 6 mois, ainsi que l'introduction de l'alimentation des jeunes enfants, le suivi de l'état nutritionnel de la femme enceinte et allaitante. Lancées sous la supervision du médecin-chef de la région sanitaire de Tadjoura, Dr Dimbio, les formations relatives au suivi de l'état nutritionnel de la femme enceinte et allaitante et la promotion de l'hygiène des jeunes mamans sont destinées cette fois-ci aux femmes mobilisatrices qui vont à leur tour sensibiliser dans les quartiers l'adoption donc des comportements sains en vue d'assurer une meilleure santé aux futures mamans. Et nous finissons en sport, l'actualité nationale. Nous allons parler de tennis de table dans la première épreuve en équipe donc, et qui est Djibouti donc qui est dans le groupe avec l'île Maurice et l'Éthiopie. Nos jeunes pongistes ont démontré encore une fois leur jeu, mais se sont battus et sortent pas gagnants. Ils finissent 3e de leur groupe et 5e dans le classement général. Et quant à notre jeune équipe féminine de ping-pong, conduite par la capitaine Rahma Abdurrahman, installée dans un centre en France, dans le cadre de la subvention IOG, et manque donc de justesse la demi-finale sur un score de 3 buts à 2, donc 3-2, face à une équipe de l'île Maurice, mais continueront dans l'épreuve simple. Et là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale et africaine en Libye, épinglée par Amnesty. Une milice donc dément des accusations calomnieuses. L'autorité de soutien à la stabilité, un important groupe armé financé par le gouvernement libyen, a démenti jeudi les accusations calomnieuses portées la veille par l'ONG Amnesty International sur ces présumées violations des droits humains. Affirmant se réserver le droit de poursuivre en justice Amnesty International pour diffamation et calomnie contre l'État libyen et ses institutions officielles, le groupe armé a assuré dans un communiqué veiller avant tout à appliquer la loi libyenne dans le respect de la justice et des droits de l'homme. Amnesty International avait accusé mercredi donc cette milice basée à Tripoli de crimes et de graves violations des droits humains en toute impunité. Démentant ces accusations, Libye donc a affirmé disposer en son sein d'un organe de contrôle chargé d'empêcher tout agissement illégal par ses membres et plongé dans le chaos politique et sécuritaire depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi à la suite d'une révolte populaire appuyée par l'OTAN en 2011. La Libye est minée par les divisions et se retrouve depuis début mars avec 2 gouvernements rivaux.
Et enfin, le parti conservateur de Boris Johnson sort affaibli des élections locales. Les travaillistes britanniques ont de quoi se réjouir. Ils viennent de décrocher des victoires très symboliques aux élections locales. Dans leur escarcelle à Londres, les conseils de Westminster aux mains des conservateurs depuis leur création en 1964. Si elle renforce son emprise dans la capitale, l'opposition britannique obtient des gains plus limités en dehors de Londres. Les conservateurs, eux, sont en net recul, mais les scandales n'ont pas manqué lieu à l'effondrement donc tant redouté. Pour la première fois depuis les révélations des faits à la résidence du Premier ministre pendant les confinements, les électeurs avaient le pouvoir de sanctionner le gouvernement. Au pouvoir depuis 12 ans, les conservateurs paient leur immobilisme face à l'envolée des prix. Et si la popularité de Boris Johnson, 57 ans, dont bientôt 3 à Downing Street, s'est effondrée ces derniers mois, il a pour l'instant traversé la tempête, mettant en avant son rôle moteur dans le soutien occidental à l'Ukraine et se dit déterminé à rester au pouvoir et mener la bataille des législatives en 2024. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Passez une excellente soirée sur Télé Djibouti.